dans le traitement médiatique par rapport à certains mouvements ou certaines structures entre guillemets mal pensantes, je pense là, notamment à celle dont vous avez été proche, mais oui. au sens le plus large. Oh, mais j'en suis toujours proche, je n'y voilà, suis oui. plus, mais bon. Et il n'y a pas en fait une part de responsabilité en fait inconsciente, voire parfois consciente, de la part des structures en question qui quelque part en fait pour avoir en fait accès à un traitement médiatique finalement qui d'une certaine façon leur convient finalement, préfèrent en fait finalement prendre le risque de laisser travestir leur message en fait pour avoir accès au traitement médiatique plutôt que finalement tenir un discours un petit peu authentique qui lui tenu peut-être plus authentiquement ne prêterait finalement paradoxalement beaucoup moins prise en fait. Bah, si vous voulez, vous avez c'est la dialectique silence-diabolisation. Oui, mais est-ce qu'il y a je peux parler de mon expérience, il y a des sujets plus chauds que d'autres, mais je peux parler de mon expérience personnelle. J'ai été 15 ans en responsabilité au Front National, et j'ai été très souvent, il m'est arrivé, dans des opérations que j'en conduisais, ou dans une conférence de presse, de glisser des choses apparemment maladroites pour leur permettre de rebondir et pour leur permettre d'en parler. C'est-à-dire que le prix à payer pour avoir un accès à ces médias-là, c'est de leur donner des choses contre nous. Bon, je prends un exemple, je ne prends pas les sujets les plus, entre guillemets, controversés. Oui. Mais il y a une année, je ne me souviens plus, on avait fait une analyse du budget de la région, honnêtement, très pointue, très solide. Voilà. Et puis on avait fait une opération d'assemblée, alors un peu plus primaire, parce que ça avait consisté à taper avec des casseroles, enfin, vous voyez. Et donc j'avais des gens qui m'avaient dit, des gens de l'extérieur, ou même des gens de mon propre groupe politique, qui m'avaient dit, mais pourquoi vous faites ça, ou pourquoi tu fais ça, un discours qui est très beau, une bonne construction, et puis c'est gâché par les casseroles. Ah ouais, mais la seule manière de faire savoir qu'on était contre le budget, c'était les casseroles. Je prends pas, il y a des sujets plus chauds. Hein. Là, on est dans la finance, on est dans le budget, etc. Donc, si vous voulez, je pense qu'objectivement, il y a un moment où, quand vous étiez dissident, vous étiez obligé parfois de donner des éléments négatifs, parce que si vous ne donnez pas d'éléments négatifs, l'élément positif n'a aucune chance de parler. Alors ça, c'est la situation, je dirais, d'il y a 10 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est différent, puisque vous pouvez exister tout seul par les médias alternatifs. Et en apportant des éléments positifs. Pardon ? Et en apportant des éléments positifs. Et en apportant des éléments positifs. Il faut faire de l'image aussi, quand même, hein, je ne l'ai pas non plus. Mais, objectivement, aujourd'hui encore, pour quelqu'un qui veut être candidat à des élections de type national, les grands médias dominants restent encore déterminants. Bon, moi j'ai fait le choix tout à fait clair, avec Paul Elia dans toutes les actions que je mène, j'ai fait le choix des médias alternatifs. Et je ne ménage absolument pas les médias dominants, sinon j'aurais pas évidemment écrit La tyrannie médiatique, parce que vous écrivez La tyrannie médiatique, cher monsieur, ne comptez pas sur nous pour parler de vous. Ben oui, bien sûr, évidemment. Bon, mon éditeur d'ailleurs était un peu naïf parce qu'il pensait qu'on aurait des critiques dans les médias. Je lui avais dit non. Et comme je savais que je n'aurais pas de critiques dans les médias, je n'ai pas cherché à ménager machin, et puis à machin, mais si. Non. Voilà. Donc on peut vivre dans les médias alternatifs, mais on peut vivre, alors on ne peut pas vivre en touchant encore l'ensemble de l'opinion. Voilà. Alors, c'est pas très grave parce que je pense qu'avec les médias alternatifs, on touche les gens les plus conscientisés, les gens les plus actifs, et que les médias alternatifs, comme je l'ai expliqué, ils montent pendant que les autres descendent. Voilà. Mais aujourd'hui encore,
enfin je veux dire très concrètement, c'est impossible pour le Front National comme pour l'UMP de se passer des grands médias. Hein. Et d'ailleurs, le paradoxe tout de même, si on veut être tout à fait correct, hein, c'est que les médias alternatifs récupèrent ce qui leur paraît bon dans le média dominant, hein, et le valorisent. Le Salon belge va reprendre des fois du BFM, De Souche puise essentiellement dans les médias dominants, c'est son principe, hein, mais avec un angle particulier, etc. Donc, et les médias dominants, ils ont encore des moyens, évidemment, des moyens considérables. Même BFM, qui est une toute petite télévision, ils ont des moyens considérables. Bon, alors ça va, c'est pareil, là il va y avoir il y a le projet de Télé Liberté qui va sortir, il y a Mauricia TV, il va y avoir des télévisions alternatives qui vont apparaître, avec des moyens beaucoup plus, enfin des moyens de Vincent, hein, par rapport aux autres, mais qui vont apporter autre chose, et donc qui vont capter du public. Honnêtement, pour les gens qui dirigent, la situation, ils ont l'impression que le monde s'effondre. Alors regardez, il y a eu, si on regarde la Manif pour tous, je crois que c'est le 26 janvier et le 24 mars, hein, je crois. Le 26 janvier, très grande manifestation, Champ de Mars. Nouvelle manifestation prévue le 24 mars. Entre les deux, pas une seule télévision. Et pourtant, à l'époque, c'est Barjot qui est à la tête du Bastringue. Donc, pas une seule télévision, sauf UTV quelques minutes. Et très habilement, la préfecture de police n'autorise un lieu que le jeudi. Donc l'affaire, du point de vue des gens qui gouvernent, l'affaire est épuisée. On ne parle pas d'eux, on les balade, on leur dit au dernier moment où ils vont se réunir, et il n'y aura personne. Et ça ne fonctionne absolument pas comme ça. Parce que tout le monde s'est informé par les médias alternatifs, les réseaux sociaux, et le jour où on sait que la manif, elle converge sur l'étoile depuis trois places différentes, en quelques heures, tout le monde est informé. Et donc on n'a plus besoin, sur un public, alors c'est pas l'ensemble des Français, c'est un public conscientisé, communautarisé, voilà. Mais on peut totalement se passer des médias. Et tout ce qui se passe en France depuis un an échappe aux instances officielles. C'est ce qui est très... si on regarde dans un autre domaine, l'affaire du bonnet rouge, les syndicats sont pitoyables. Pitoyables. Tout ça échappe. Et je crois qu'on est encore au début du processus. Je crois qu'on est encore au début du processus. Et puis, il y a le mouvement avance chaque année, quoi. Chaque année, il y a de moins en moins de gens qui sont encore complètement dans le système télé, de plus en plus de gens qui sont dans les systèmes alternatifs. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais il faudrait que ça bouge vite quand même. Voilà. Vous parliez de prochaine rencontre, vous disiez, on donnait que les journaux, notamment, donnaient plus ou moins la même information, que ce soit Le Monde, Le Figaro, etc. Mais alors, dans ce cas-là, quelle est l'influence des éditorialistes? Parce qu'un Laurent Geoffrin ou un Yves Tréhard, c'est totalement des opinions différentes sur la même information. Donc, est-ce que c'est pas justement l'opinion des éditorialistes qui fait la différence? Oui, un peu, mais si vous voulez, Yves Tréhard, il a un demi-pied en dehors du système et un pied et demi dans le système. Ah, la dissidence d'Yves Tréhard, ça reste très modéré. Hein. Très modéré, oui, c'est vrai qu'il dit des choses différentes, mais sinon les journaux, ils recopient l'AFP. Hein. Non, puis vous donniez dans la
tyrannie médiatique un exemple intéressant, c'est qu'au Figaro, il y a une majorité de journalistes de gauche. Oui, absolument. Il y a une majorité de journalistes de gauche et une majorité de journalistes qui recopient l'AFP. Alors que le directeur actuel du Figaro a décidé plutôt bonne. Hein. Mais il est quand même dans un système extrêmement contraint. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, madame. Oui, vous parliez tout à l'heure de la Syrie. Alors j'ai une question très précise. Est-ce que vous savez qui orchestre le site qui s'appelle le Veilleur de Ninive? Non. Non. Parce que c'est un site qui est plutôt dissident par rapport à celui que vous citiez tout à l'heure. Et je me demandais si c'était orchestré par... Vous connaissez ou... Non, quand je vous dis non, je ne sais pas. c'est C'est non, je ne sais pas. C'est pas je le sais, mais je ne veux pas vous le dire. Voilà. D'accord. Non, je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on peut savoir, je veux dire, quand on a des informations comme ça, quand on ne connaît rien, comment est-ce qu'on peut savoir finalement qui orchestre ces sites? Comment est-ce que vous avez su que le site dont vous nous parliez était orchestré par un adepte des frères musulmans? Comment est-ce qu'on arrive à retrouver et à avoir l'information? Parce que ce site-là est très intéressant, le site dont je vous parle, parce que apparemment ils disent que ce serait quelques moines qui essayent de donner des informations. Et dès le début, ils ont donné des informations qui se révélaient apparemment exactes sur la réalité de ce qui se passe là-bas. Mais est-ce que ce serait le régime de Bachar el-Assad qui se couvrirait, qui se cacherait derrière ces mots? Bah écoutez, alors ça, honnêtement, moi ça me gêne pas que, vous voyez, vous avez fait du politiquement correct. Voilà. Au lieu de parler du gouvernement du président Bachar el-Assad, vous avez parlé du régime de Bachar el-Assad, alors que vous devriez parler du régime Hollande, malgré les propos qu'on a tenus tout à l'heure. Bon. Donc, si vous voulez, moi, ce qui me gêne sur la Syrie, c'est qu'on n'ait qu'un seul point de vue. Bon. Je pense qu'une information pluraliste, on doit pouvoir avoir... Ça ne me choque pas qu'on ait le point de vue des djihadistes, ça ne me choque pas qu'on ait le point de vue du Qatar, de l'Arabie Saoudite, d'Israël, des États-Unis. C'est pas choquant. Mais si on veut avoir une information complète, il faut aussi avoir le point de vue du gouvernement syrien, il faut aussi avoir le point de vue russe, il faut avoir un point de vue, avoir une approche plurielle. Franchement, ce qui me choque dans le traitement médiatique, c'est le côté univoque. Hein, univoque, alors après, c'est sûr que le gouvernement syrien ne dit pas forcément toujours toute la vérité, c'est sûr. Mais c'est quand même un autre point de vue. Et je pense qu'effectivement, il y a une alliance de fait entre les chrétiens et le gouvernement syrien, puisque de toute façon les chrétiens en Orient ont plutôt intérêt à des gouvernements minoritaires qui les protègent qu'à des gouvernements majoritaires qui les oppriment. Voilà. Ils sont sûrement mieux avec un gouvernement alawite ou chiite qu'avec un gouvernement sunnite. Donc ils ont des intérêts convergents. Mais vraiment je ne sais pas. Hein. Et très vite aussi, sur Lampedusa, est-ce qu'on ne peut pas penser que le pape actuel serait dans une situation un peu proche de celle dans laquelle était Pie XII, et que justement, il est bien obligé de faire avec les médias pour ne pas provoquer des vagues de violence comme celles qu'ont provoqué les remarques très justes de son prédécesseur. Il est jésuite et oui. Il n'a pas obligatoirement tort. Non. Alors moi je dois dire... Il y a quand même des massacres qui ont été... Ça c'est personnel, j'ai du mal avec le... Enfin il y en a peut-être parmi nous qui ont fait des études chez mon père, mais j'ai du mal un peu avec ce type d'attitude que je comprends par ailleurs, avec aussi des cathés. Ça rappelle aussi un peu Benoît XVI, mais pas Benoît XVI le pape que nous avons connu, mais Benoît XVI, le personnage du camp des saints. Puisque dans le camp des saints, paradoxalement, il y a un pape qui
prend des positions très favorables aux migrants qui débarquent, et que Raspail avait appelé Benoît XVI. Et quand il a réédité le livre, il a précisé je garde le nom de Benoît XVI parce que je ne change pas le livre que j'ai écrit, mais ça ne s'applique pas au Benoît XVI actuel. Voilà. Et le Camp des 5 a été écrit en 1972 ou 1973, les 40, par Jean Raspail, Oui, mais à qui ça a coûté l'Académie française. oui. Je pense qu'il est quand même assez éloigné du personnage de Jean Raspail. Je sais pas. Ah mais j'espère. Et la dernière question, après je m'arrête, vous avez un tout petit peu parlé de l'éducation, et il paraît clair que actuellement, enfin vous avez dit qu'il y avait une grosse propagande au niveau des médias, je pense qu'il y a une énorme propagande qui se fait insidieusement par le biais de l'éducation. Oui. Et là, je pense qu'on peut être très pessimiste parce que il me semble qu'il y a une évolution extrêmement rapide en fait, des mentalités, et que la plupart des gens répètent vraiment ce que disent les médias, et que c'est très orchestré au niveau de l'éducation nationale, sans que les gens en aient obligatoirement conscience, même avec des enseignants qui seraient de bonne foi. Oui, si vous voulez, effectivement, on a un phénomène, vous avez repris le mot, on a un phénomène d'orchestration. C'est-à-dire que le même bruit arrive, le même bruit ou le même son arrive d'endroits différents. Alors il arrive de l'éducation nationale, puis il arrive de TF1, puis il arrive du Monde, puis il arrive... Donc les gens sont baignés dans ce... Mais l'éducation nationale, c'est un endoctrinement général. Ah oui, alors l'éducation nationale en plus, c'est l'apprentissage du conformisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle sens critique à l'éducation nationale, ça consiste à critiquer les idées dominantes d'hier avec les idées dominantes d'aujourd'hui. Et donc ça apprend ça cale sur le conformisme. C'est en ça que c'est particulièrement pervers. Donc on essaye de revenir dans les idées d'hier, on nous dit vous n'êtes plus on est au 21e siècle, on n'est plus comme... Oui, mais l'histoire est cyclique, donc... Pour reprendre une anecdote sur l'éducation, j'étais en classe prépa dans un grand lycée parisien il y a encore 2 ans. On avait un cours sur la société et le professeur, pendant 10 minutes, s'est senti obligé de nous parler de Carl Schmitt. Il nous en a parlé pendant 10 minutes et après il a fait 2 heures de cours de justification en disant que c'était vraiment pas bien, mais qu'il était obligé de l'évoquer. Donc même au moment où on est censé atteindre un niveau critique avec les professeurs agrégés, ils sont complètement bloqués. On ne peut pas défendre. Et en classe préparatoire, dans tous les sujets d'anglais qu'on prépare normal sup, HEC ou les classes scientifiques, tous les sujets d'anglais sont égalité homme-femme, immigration et progrès technologique. Tous, HEC, c'est pas compliqué, vous avez une chance sur toi de tomber sur l'égalité homme-femme concours. Dans les concours administratifs, c'est pareil. C'est le sujet qui est préparé. Donc vous apprenez votre liste de vocabulaire, vous dites c'est très bien. Alors c'est un vrai problème d'ailleurs, parce que malgré tout, on ne dit jamais innocemment, quand on tient un propos qu'on ne croit pas, on ne le tient jamais innocemment, en ce sens qu'il vous transforme. Donc c'est un vrai problème, et ça c'est un phénomène nouveau, parce que je pense qu'il y a 20 ou 30 ans, on pouvait passer les concours, les grands concours ou les concours administratifs, on pouvait les passer en restant sur sa ligne, et qu'aujourd'hui, étant donné que les sujets se réduisent à du prêchi-prêcha, ça devient beaucoup plus difficile. Et c'est quand même du conditionnement. Alors, l'autre aspect, la manière positive de voir les choses, c'est que si vous regardez l'Union soviétique à la fin, tout le monde faisait semblant de croire les dogmes du parti et plus personne n'y croyait. À la fin, le système s'effondre.